Et si tout ce qu'on vous racontait sur la destruction du programme nucléaire iranien n'était qu'un immense écran de fumée? Pendant que les bombes tombaient, la réalité, elle, restait intacte sous des centaines de mètres de roches. Bonjour à tous, chers amis et fidèles abonnés. Vous qui me suivez avec une attention soutenue, vous qui prenez le temps de décortiquer chaque analyse géopolitique que je vous propose ici. Avec cette rigueur et cette curiosité qui font la force de notre communauté, je m'adresse directement à vous. En tant qu'expert en géopolitique, fort de plusieurs années d'observation minutieuse des équilibres de puissance au Moyen-Orient, des dynamiques de prolifération nucléaire et des stratégies de survie des États dans un système international souvent impitoyable, je sais que vous attendez de moi. Non pas des résumés rapides ou des slogans partisans, mais une lecture profonde, nuancée et sans concession des véritables rapports de force. Aujourd'hui, je vais vous livrer une analyse exhaustive qui va complètement bouleverser la façon dont vous percevez cette crise. Après 5 semaines de bombardements américains et israéliens d'une intensité rare dans l'histoire récente du Moyen-Orient, le programme nucléaire iranien n'a pas été éliminé. Il n'a même pas été neutralisé dans ses fondements essentiels. Au contraire, il émerge de cette épreuve avec une résilience stratégique renforcée, une capacité latente intacte et un poids accru dans les négociations. Ce que nous allons explorer ensemble la révélation la plus déterminante de toute cette guerre. Pendant que Donald Trump et Benjamin Netanyahou se félicitaient publiquement d'avoir détruit le programme nucléaire iranien, leurs propres experts leur transmettaient en privé un diagnostic bien différent, un diagnostic inconfortable, réaliste, et qui redéfinit entièrement l'équilibre des forces à la table des négociations d'Islamabad. L'Iran n'a pas perdu sa capacité à fabriquer une bombe. Cette capacité, ou plus précisément la menace crédible et rapide de l'activer, constitue aujourd'hui l'une des cartes maîtresses de Téhéran dans ce qui est sans doute la négociation la plus cruciale de ces dernières décennies. Restez avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo est conçue pour durer environ 25 minutes parce que le sujet exige du temps, de la profondeur et des perspectives historiques. Nous allons dérouler 5 axes majeurs avec une précision chirurgicale. Premièrement, les révélations du Wall Street Journal et de CNN sur l'état réel du programme après 5 semaines de frappe, et pourquoi elles pulvérisent le narratif officiel de victoire. Deuxièmement, la stratégie souterraine iranienne, construite avec une patience remarquable sur plusieurs décennies, qui a rendu les bombardements les plus sophistiqués largement inefficaces. Troisièmement, le constat lucide et sans concession du directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, sur les limites physiques d'une solution militaire. Quatrièmement, l'impact direct de cette réalité sur le rapport de force à Islamabad et sur les négociations en cours. Cinquièmement, les leçons géopolitiques profondes tirées par l'Iran, en particulier à travers les destins tragiques de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi. Et pourquoi Téhéran sort de ce conflit comme une puissance nucléaire latente que le monde entier doit désormais intégrer dans ses calculs. Accrochez-vous. Nous ne survolons pas les faits, nous les disséquons, nous les mettons en perspective historique et nous en tirons les implications stratégiques à long terme. Commençons par les faits bruts, ceux que les sources les plus sérieuses et les moins suspectes de complaisance envers l'Iran ont fini par reconnaître. Le Wall Street Journal, dans un reportage qui a circulé largement dans les cercles décisionnels à Washington et Tel Aviv, cite des responsables occidentaux et des experts de haut niveau. Malgré 5 semaines de pilonnage aérien intensif, l'Iran a préservé la quasi-totalité des outils indispensables à la fabrication d'une arme nucléaire. Les sites de surface ont subi des dommages, des laboratoires et des infrastructures visibles ont été touchés, mais les éléments critiques, les stocks d'uranium hautement enrichi et les capacités d'enrichissement résiduelles restent largement intacts. Le chiffre qui a provoqué un véritable choc chez les planificateurs militaires est le suivant, près de 450 kg d'uranium enrichi à près de 60%, de qualité quasi militaire. Une partie significative est stockée dans des tunnels fortifiés profondément enfouis, notamment sous le site d'Ispahan. Ce stock, s'il est poussé à 90% d'enrichissement, suffit théoriquement à produire plusieurs ogives nucléaires. Pas une seule, mais plusieurs. Et ce matériau est protégé par des mètres de roche, des systèmes de redondance et des mesures de dispersion qui compliquent énormément toute tentative de destruction totale. Les centrifugeuses, moteur central du programme d'enrichissement, ont en grande partie survécu. Certaines ont été dispersées dans des installations secondaires, d'autres protégées dans des bunkers renforcés. Les services de renseignement occidentaux admettent eux-mêmes que le programme a été fragmenté, décentralisé et dissimulé avec une sophistication stratégique qui rend un démantèlement complet par la seule voie aérienne extrêmement difficile, voire illusoire. CNN a relayé un constat tout aussi gênant pour le récit triomphaliste.
un expert reconnu des programmes nucléaires iraniens a déclaré sans détour, malgré les frappes ciblées sur les installations clés, les stocks accumulés sur des décennies et le savoir-faire technique accumulé permettent à l'Iran de construire une bombe simplifiée dès lors que la volonté politique est présente. L'Iran peut toujours créer une arme nucléaire. C'est juste une question de volonté politique, a-t-il affirmé. Et il a ajouté que, si les hostilités s'arrêtaient aujourd'hui, Téhéran pourrait théoriquement engager une phase de weaponisation rapide en 1 à 2 ans. 1 à 2 ans. Pas une décennie. Pas une génération. Un délai court, même après 5 semaines de guerre d'une intensité inédite. Imaginez ce que ce délai aurait été sans aucune frappe. Ces révélations démantèlent pierre par pierre le narratif de victoire absolue que Washington et Tel Aviv ont voulu diffuser. Pendant que les dirigeants se congratulaient publiquement, leurs experts leur livraient une vérité bien plus nuancée, les frappes ont dégradé des infrastructures visibles, mais elles n'ont pas touché le noyau dur du programme. Et cette nuance change tout à la table des négociations. Prenons maintenant le temps d'explorer en profondeur la deuxième dimension, la stratégie souterraine iranienne, qui témoigne d'une vision stratégique à long terme remarquable. L'Iran n'a pas improvisé cette protection à la dernière minute. Dès les années 1980, dans le contexte de la guerre contre l'Irak, et surtout à partir des années 1990. Les ingénieurs et stratèges iraniens ont méthodiquement construit un réseau d'installations souterraines. Les centrifugeuses les plus avancées, les stocks les plus sensibles d'uranium enrichi, les laboratoires de recherche et développement ont été progressivement transférés dans des sites creusés profondément dans les montagnes du Zagros et d'autres massifs, à des profondeurs que les armes conventionnelles peinent à atteindre. Lorsque les frappes américano-israéliennes ont débuté le 28 février 2026, une grande partie du patrimoine nucléaire était déjà à l'abri. Hors de portée des bombardiers BE-2 Spirit, des missiles de croisière et des bombes perforantes les plus sophistiquées. C'est une leçon d'humilité pour tous those qui surestiment encore la capacité des frappes aériennes à résoudre définitivement un dossier de prolifération. Porté par une volonté politique déterminée et une ingénierie patiente sur plusieurs décennies. Raphaël Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est montré d'une franchise brutale dans ses déclarations. Il a reconnu une dégradation notable des installations physiques visibles, mais il a insisté sur le fait que, très probablement, à la fin du conflit, le matériau sera toujours là, les capacités d'enrichissement seront toujours là, et peut-être même certaines infrastructures. Grossi ne parle pas par sympathie pour Téhéran. Il parle en scientifique confronté à la réalité physique du terrain, les bombes détruisent des bâtiments en surface, mais elles ne peuvent effacer des tonnes de matière fissile enfouie à des centaines de mètres sous la roche. Protégés par des systèmes de ventilation redondants, des générateurs autonomes et des réseaux de tunnels interconnectés. Il y a une dimension encore plus cruciale, souvent mise en avant par les experts de CNN, l'Iran ne dispose pas seulement de machines et de stocks. Il possède un capital humain irremplaçable, un écosystème de connaissances accumulées sur des décennies. Des milliers d'ingénieurs nucléaires, de physiciens, de métallurgistes formés dans les universités iraniennes de Téhéran, Sharif ou Ispahan, dans des centres de recherche hautement sécurisés. Certains scientifiques ont été ciblés et éliminés au fil des ans, mais il est impossible d'éradiquer une génération entière de compétences. La connaissance nucléaire réside dans les esprits. Et ces esprits restent présents, motivés et capables de reconstruire ce qui a été endommagé. Cette combinaison en matière fissile protégée, centrifugeuse résiliente et expertise humaine explique pourquoi le programme iranien demeure opérationnel et potentiellement accélérable. Voyons maintenant les implications concrètes pour les négociations d'Islamabad, qui représentent le véritable cœur de la crise actuelle. Après 21 heures de discussions intenses, le vice-président américain a résumé le blocage central. Washington exige un engagement ferme, vérifiable et irréversible de l'Iran à renoncer définitivement à toute arme nucléaire. Mais l'Iran se présente à cette table avec environ 450 kg d'uranium quasi militaire en sécurité, des centrifugeuses qui fonctionnent encore dans des sites souterrains. Et la conviction solide que 5 semaines de bombardement n'ont pas suffi à le priver de cette capacité. Le rapport de force réel est donc bien différent du récit officiel. Téhéran peut avancer avec force, nous avons développé ce programme pendant des décennies dans un environnement hostile. Vous avez mobilisé vos bombardiers les plus avancés, dépensé des milliards, et vous n'avez pas réussi à le détruire. Une invasion terrestre massive n'est pas une option réaliste aujourd'hui, compte tenu de vos contraintes internes et externes. Vous avez donc deux voies, soit un accord diplomatique qui respecte nos droits légitimes à l'enrichissement civil, soit la poursuite de frappes infructueuses pendant que nos capacités se reconstituent. C'est une posture de négociation d'une solidité impressionnante, ancrée dans une réalité physique.
Mais il existe une dimension encore plus fondamentale, souvent sous-estimée, pour les dirigeants iraniens, cette capacité nucléaire va bien au-delà d'un simple outil de négociation. Elle constitue une police d'assurance vitale pour la survie du régime. C'est là que les précédents historiques de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi prennent toute leur portée tragique et instructive. L'Iran a scruté ces deux cas avec une attention presque clinique. Prenons d'abord Saddam Hussein. Dans les années 1970 à 1980, l'Irak avait développé un programme ambitieux d'armes de destruction massive. Après la défaite de 1991, l'Irak a été soumis à un régime draconien de sanctions et d'inspection de l'ONU. Sous cette pression extrême, Bagdad a détruit ou démantelé la majeure partie de ses stocks. Les inspecteurs de l'AIEA ont confirmé à plusieurs reprises que le programme nucléaire avait été arrêté et que les matériaux fissiles avaient été neutralisés. Pourtant, en 2003, les États-Unis et leurs alliés ont lancé l'invasion en invoquant la présence supposée d'armes de destruction massive actives. Les enquêtes post-invasion ont conclu qu'il n'existait plus de programmes opérationnels depuis 1991. Saddam avait conservé l'intention de relancer ses capacités une fois les sanctions levées, mais il n'avait pas franchi le seuil technique. Malgré cela, il a été capturé en décembre 2003, jugé et exécuté par pendaison le 30 décembre 2006. Son régime a été renversé, et l'Irak plongé dans des années de chaos. Le message perçu à Téhéran est limpide, même après un démantèlement substantiel, Saddam n'a pas été épargné. L'affaiblissement de sa dissuasion n'a pas garanti sa survie, il a coïncidé avec son effondrement. Le cas de Muammar Kadhafi est encore plus explicite. En 2003, le dirigeant libyen a annoncé publiquement renoncer à toutes ses armes de destruction massive, y compris son programme nucléaire naissant acquis via le réseau Akukan. Il a accepté des inspections complètes. En échange, les sanctions ont été levées et la Libye est revenue sur la scène internationale. Pendant plusieurs années, ce choix a semblé bénéfique, Kadhafi a été reçu dans les capitales occidentales. Mais en 2011, lors du printemps arabe, des soulèvements internes ont éclaté. L'OTAN est intervenue militairement. Kadhafi, privé de toute capacité de dissuasion crédible, n'a pu résister. Capturé près de Sirte le 20 octobre 2011, il a été lynché et tué. Son corps a été exposé publiquement. La Libye a basculé dans un chaos qui dure encore. Pour les stratèges iraniens, ces deux trajectoires forment une leçon géopolitique brutale, renoncer complètement ou rendre trop vulnérable un programme d'armement, sans garantie de sécurité solide, expose le régime à un risque existentiel. Les promesses de normalisation occidentale peuvent disparaître rapidement face à des changements d'administration. La capacité nucléaire latente agit donc comme une assurance-vie stratégique, elle élève dramatiquement le coût de toute tentative de changement de régime par la force. C'est pourquoi les négociateurs iraniens à Islamabad refusent de répéter ce qu'ils voient comme l'erreur de Kadhafi ou la vulnérabilité de Saddam. Ils défendent le droit à l'enrichissement civil et la préservation d'une infrastructure résiliente. Cela ne signifie pas nécessairement une wéaponisation immédiate, mais une volonté de conserver un levier de survie. Cette dynamique complique les pourparlers, Washington veut des garanties fermes de non-prolifération, Téhéran veut des assurances de non-agression crédibles. Ils défendent le droit à l'enrichissement civil et la préservation d'une infrastructure résiliente. Cela ne signifie pas nécessairement une wéaponisation immédiate, mais une volonté de conserver un levier de survie. Cette dynamique complique les pourparlers, Washington veut des garanties fermes de non-prolifération, Téhéran veut des assurances de non-agression crédibles. Voilà pourquoi les révélations du Wall Street Journal revêtent une importance historique. Elles valident ce que Téhéran affirme depuis le début, nous ne sommes pas vaincus. Nos capacités fondamentales sont intactes. Tout accord doit partir de cette réalité, et non d'un fantasme de destruction totale. Trump a déclaré que l'Iran avait accepté de cesser l'enrichissement. Téhéran a démenti. Et les faits rapportés par la presse occidentale montrent que, même avec des concessions partielles, les stocks et infrastructures survivantes rendent une élimination complète impossible sans occupation prolongée. Quel avenir pour ce dossier après Islamabad? Selon la logique des rapports de force, nous nous dirigeons vers des négociations longues et complexes. L'Iran maintiendra son droit à l'enrichissement, tout en offrant des mesures de transparence et de limitation volontaire. Un accord rappelant le JCPOA de 2015, mais négocié avec un Iran plus fort, plus expérimenté et plus conscient de sa valeur stratégique. L'Iran en tire 3 leçons essentielles, sa fortification souterraine fonctionne, les frappes aériennes ne suffisent pas à détruire ce qui est bien enfoui. Et la capacité nucléaire latente reste l'atout géopolitique le plus puissant pour un pays de sa taille au XXIe siècle.
Washington peut proclamer la victoire. Le Wall Street Journal, CNN et Raphaël Grossi disent le contraire. Les négociateurs iraniens, conscients que leur atout le plus précieux est intact sous terre, négocient avec sérénité et confiance. Mes chers amis, cette analyse dépasse les frontières iraniennes. Elle signale une transformation plus large de l'équilibre des puissances au Moyen-Orient. L'Iran sort légitimé comme puissance résiliente. Les États du Golfe doivent recalculer leurs alliances. La Russie et la Chine voient confirmer leur approche de soutien à des États refusant l'unilatéralisme. Pour nous, observateurs lucides, cela illustre une vérité fondamentale, dans un monde où les technologies de dispersion et de fortification progressent plus vite que les armes dites chirurgicales, il devient extrêmement difficile d'éliminer par la force un programme nucléaire porté par une volonté politique ferme et une mémoire historique douloureuse. Nous sommes entrés dans l'ère des négociations prolongées où la capacité latente devient une forme sophistiquée de dissuasion. C'est ce qu'a intégré Téhéran. C'est ce que Washington doit désormais accepter. Si cette analyse approfondie vous a permis de dépasser les communiqués officiels et les images spectaculaires pour saisir la réalité stratégique en jeu, alors agissez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo largement. Le dossier nucléaire iranien va dominer l'agenda international dans les mois à venir. Vous devez rester en avance, armé des analyses les plus précises et indépendantes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain décryptage en profondeur. D'ici là, restez lucide, restez vigilant, et continuez à penser par vous-même. Merci de votre attention soutenue pendant ces 25 minutes. À très bientôt.